Et yo l'équipe, du coup on est parti pour une nouvelle série de vidéos les gars, en tout cas la quatrième partie pardon, de cette série de vidéos sur les Tales au poker les petits potes. Du coup je rappelle, je fais une série de vidéos sur le livre de Zachary Elwood qui s'appelle Lire les Tales au poker, qui m'a été offert par ma petite femme que je lis pour préparer mon EPT, etc. Donc j'ai fait 3 premières parties, la partie intro, et ensuite dans la partie intro on a expliqué comment Zachary définissait les Tales en 3 catégories. La première catégorie, les Tales en attente d'action, les Tales pendant l'action, et aujourd'hui on va voir la troisième catégorie qui sont les Tales post-bet, donc après l'action, c'est-à-dire une fois que le joueur a misé et qu'il attend potentiellement la réponse, savoir si son adversaire va call ou pas. À ce moment-là, l'observer pour voir comment il réagit après avoir misé. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir les différentes catégories les différents types de Tales qui se retrouvent un peu dans cette catégorie. Et je rappelle une fois encore que c'est pas mon avis que je donne ici dans la vidéo. Je me sentirais pas du tout légitime pour donner mon avis sur les Tales en live parce que j'ai très très peu d'expérience là-dedans. Par contre, du coup, l'auteur a 10 ans d'expérience et je me contente juste de faire une synthèse de ce livre. Donc encore une fois, lire les Tales of Poker de Zachary Elwood. C'est vraiment une synthèse de ça. Ça peut pas être aussi complet que le livre. Donc si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à lire le livre, à le commander ou à me poser des questions dans les commentaires. Et puis on est parti du coup les petits potes. Du coup, premier élément de cette catégorie. On va avoir, un petit peu comme on l'a eu dans la première catégorie, 2 types de Tales ici. Il va répertorier les Tales entre les Tales de faiblesse et les Tales de force. On va commencer par voir ensemble les Tales de faiblesse. Et donc le premier Tales de faiblesse dont nous parle Zachary Elwood, ça va être l'immobilité. Pour lui ici, c'est un réflexe de se fixer quand on est en danger. Donc c'est un réflexe humain. Dès qu'on fait face un petit peu au danger, etc., on va être un peu sur le qui-vive, on va plutôt être immobile et voilà, essayer de mettre tous nos sens un petit peu en action. Et du coup, pour lui, c'est un réflexe par rapport au danger et il dit que quelqu'un qui va bluffer potentiellement va plutôt avoir tendance à se sentir en insécurité et à véhiculer ce type de tel. C'est un tel qui peut être provoqué, c'est ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est un tel qui peut, par exemple, une fois que l'adversaire a misé, on peut commencer à prendre du temps pour regarder l'adversaire, même s'il est en train de parler à côté, même s'il est en train de faire autre chose et tout. Ça peut être un moment où il se sent peut-être observé et là, du coup, le fait de lui mettre un peu de pression potentiellement va le faire revenir vers ses instincts naturels, entre guillemets. Pareil sur le fait de prendre une pile de jetons, par exemple, et de faire comme si on allait miser. À ce moment-là, il va être sur le qui-vive et ça peut trahir aussi quelques éléments. Mais ça, c'est vrai que globalement, tout ce qui va être dit là, sur tous les tels de cette section-là, et y compris le fait que sur les bons joueurs, bien entendu, ça ne marche pas. Les joueurs habitués au live, ça ne marche pas. C'est des tels qu'il faut essayer de détecter plutôt chez des joueurs amateurs ou plutôt sur des joueurs non expérimentés. Tous les joueurs expérimentés vont avoir des poker face, vont avoir vraiment des attitudes qui vont être travaillées et ça va être très difficile de les lire, voire même vont essayer de vous induire en erreur. Donc gardez bien ça en tête pendant tout le déroulé et de toute façon c'est vrai pour l'ensemble des catégories de ce livre. Ensuite on va voir éviter le contact visuel. Donc là c'est un peu pareil d'après Zachary Elwood et son expérience. La plupart des joueurs qui vont être en bluff vont éviter de vous regarder directement dans les yeux. Ça s'explique par plusieurs faits, mais notamment un, c'est qu'ils veulent pas créer le défi, le challenge, ils veulent pas rentrer dans une guerre d'ego. Ils veulent vous laisser coucher si vous voulez coucher. Il n'y a vraiment pas de stéréotypes de bluffeur. Il parle un peu de ça dans le livre. Il dit souvent dans les stéréotypes, un peu peut-être à la James Bond ou quoi, tu vois le bluffeur qui va te regarder, qui va te mettre la pression, un peu comme dans les Lascars, genre baisse les yeux et tout, mais ça se passe rarement comme ça. En général, ils vont essayer de pas se faire remarquer, de pas créer de situations agressives et ils vont tout simplement éviter le contact visuel. Ensuite, on va avoir le silence. Donc, un petit peu pareil. On va éviter de rentrer dans des joutes verbales. On va éviter de donner trop d'informations et on va préférer le silence parce que du coup, on est potentiellement dans une situation qui nous rend anxieux et on a peur de trahir notre état d'esprit ou voilà par rapport à ce qu'on va dire. Donc, on va plutôt préférer garder le silence de façon instinctive quand on bluffe. Baisser le regard, un peu pareil. Là, il dit qu'en fait, c'est un réflexe humain quand on ment, de baisser les yeux. Donc, souvent, après un mensonge, vous allez voir que les humains vont baisser les yeux. Donc, ça, c'est vraiment de l'analyse sociologique ou je ne sais plus comment on dit ça, du comportement. Mais voilà, donc c'est son explication principale. Ensuite, on va avoir le sourire forcé. On l'a déjà vu sur une autre catégorie. Mais du coup, j'y reviens pas en large. C'est quand on est un petit peu crispé, on est un petit peu tendu. On va pouvoir plutôt avoir tendance à avoir soit un sourire forcé, soit un sourire en coin quand on est en bluff. Et ça s'applique notamment, en tout cas lui, il dit un truc qui est intéressant, c'est que le sourire est un des éléments du visage qui trahit le plus les gens. Et il y a des variétés de sourires qui sont extrêmement fines, mais lui, il parle d'une douzaine de potentiels sourires différents en fonction des attitudes,
des gens, etc. Donc en fait, le sourire, ça peut vraiment être quelque chose d'assez subtil, mais d'assez qui trahit pas mal de gens en fait. Et du coup, le sourire forcé comme le sourire en coin, c'est souvent un sourire de faiblesse. Et le sourire en coin, ça sera plutôt pour le fait que le sourire en coin, c'est un peu le sourire genre t'inquiète, je vais te payer, je suis présent, j'ai pas peur, tu vois, je suis chaud quoi. Tu sais, c'est un peu un sourire de défi. Et là, bon, bah, dès que tu mets au défi un petit peu ton adversaire, c'est souvent un petit peu pour, bon, un petit peu pour faire peur plus qu'autre chose. Ensuite, on a les actions conciliantes. On part toujours du même principe, c'est que pour lui, quelqu'un qui bluffe river aura un instinct naturel. Donc c'est pas vrai dans tous les cas, les gars. Encore une fois, prenez bien ça en tête, mais c'est un réflexe que vous allez voir chez la plupart des gens d'après son expérience. Action conciliante, c'est d'éviter tout contact agressif, toute situation un peu tendue. Il va pas souvent vous appeler la cloque. Il va pas vous mettre la pression. Il va pas vraiment. Il est vraiment dans une démarche. Ok, je me fais oublier, je suis tranquille, je veux pas me faire lire. J'essaye de pas créer un truc qui va forcer le truc. Encore une fois, ça reste sur un truc général. Oubliez jamais ça, les gars. Fixer les cartes du board, lui, d'après lui, son expérience, c'est quelque chose que font beaucoup ceux qui sont en bluff, notamment parce que, en fait, regarder le board, c'est une espèce de sécurité. C'est quelque chose qui va jamais trahir la personne. Il va jamais fixer une personne dans le regard parce que du coup, il a peur d'être lu. En regardant le board, en fait, il est un peu illisible, il est dans son cocon. Ça lui fait un repère un peu comme à Koh-Lanta sur les poteaux quand les mecs regardent le palmier d'en face. Enfin voilà, c'est un petit truc comme ça. C'est plus facile de garder sa poker face en fixant quelque chose et le board, c'est souvent la chose la plus évidente où on n'a pas peur de se faire lire. Ensuite, on va avoir menacé de retourner ses cartes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, moi j'ai déjà vu ça en live pour le coup. C'est quelqu'un qui, quand il sent que vous allez potentiellement payer, va prendre ses cartes comme s'il était prêt à les retourner. C'est une manière de dire un peu genre ouais, moi j'y suis prêt, tu vois, je suis prêt, même si tu payes, je suis prêt à l'éventualité, j'ai pas peur de ça. Et du coup, c'est un petit truc d'intimidation qu'il a remarqué et qu'il trouve assez présent, en tout cas chez les profils en bluff. Ensuite, on va avoir la dissuasion verbale. Donc ça, c'est un petit peu le truc d'impressionner, etc. Il dit que ça se voit pas trop, sauf en dernier recours. Si le mec a compris que vous allez payer, que vous exprimez votre raisonnement à l'oral, par exemple, et vous dire, bon, bah, je pense que je vais payer avec ça et tout, et que le mec commence à comprendre que vous allez payer, il peut stresser à ce moment-là, il peut vraiment prendre un petit coup de pression, et donc à ce moment-là, il peut tenter un petit truc de dernière minute pour essayer de vous... Donc ça peut être des trucs à créer, à manipuler, ça peut être assez intéressant en tout cas. Ensuite, on a la saisie défensive des jetons, on l'a déjà vu sur plusieurs rubriques ici. Mais ça va être vrai aussi dans le tel post-bet. Une fois que vous avez que votre adversaire a misé, il peut aussi prendre les jetons en mode j'ai pas peur de payer une relance ou je suis prêt à aller à tapis. Ça peut être des éléments un peu dissuasifs comme ça que vous retrouvez ici pour les mêmes raisons qu'on a déjà vu précédemment, mais du coup principalement sur un réflexe défensif. Ensuite, on a le fait de gigoter de façon inhabituelle. Donc ça, il dit bien que c'est quelque chose qui est assez rare, mais il peut remarquer, en tout cas chez les personnes qui sont en bluff, des tics un petit peu d'anxiété qui vont être de bouger la jambe un peu plus... tu vois, quelqu'un qui n'était pas trop actif ou pas trop dynamique va peut-être bouger la jambe, va peut-être avoir des comportements un petit peu pour évacuer un peu son stress ou son anxiété de façon incontrôlée en tout cas. Donc voilà, ça c'était pour les tels de faiblesse sur les mises post-bet. Donc je rappelle bien, j'en ai pas parlé en début de vidéo, mais c'est écrit sur le PowerPoint. On parle des tels post-bet, donc à observer après que le joueur est misé. Donc c'est très très important. Les catégories sont vraiment claires à ce niveau-là. Et un tel qui peut avoir de la pertinence ici ne peut ne pas avoir la même pertinence à un autre moment de la mise, à un autre moment du coup, etc. Donc gardez bien ça aussi à l'idée. On va arriver maintenant dans les tels de force. Et là, du coup, c'est un petit peu en opposition, mais votre adversaire vous regarde. Donc forcément, là, il se sent à l'aise, il n'a pas peur de se faire lire, il est confiant, il est à l'aise. Il peut vous regarder pour prendre de l'info ou à ce moment-là, ou en tout cas, juste par curiosité. En tout cas, il aura moins peur de créer le contact visuel, de peut-être vous intimider un petit peu, enfin, jouer un petit peu avec vous, etc. etc. Le corps détendu, ça on l'a déjà vu dans des rubriques précédentes aussi, c'est vraiment quelque chose où je suis une grosse main, je suis à l'aise, je suis sûr de ma force. Potentiellement, je vais être plus relâché, je vais avoir le sourire moins crispé, je vais avoir le visage détendu et les yeux détendus. Il en parle beaucoup des yeux détendus aussi. Voilà, pas de stress dans la manipulation des cartes, des jetons, etc. Sourire sincère, donc on l'a dit, c'est en opposition au sourire forcé, au sourire en coin. Quelqu'un qui est très confiant va avoir tendance à avoir un sourire plus ouvert, plus sincère, plus libéré, plus relâché tout simplement. Donc ça, pour moi, ça rejoint un petit peu le corps détendu. Comportement étrange, donc ça on l'a vu aussi dans la catégorie précédente, c'est quelqu'un qui va être sûr de sa main, va moins avoir peur de se faire remarquer, et chez certains adversaires, ça peut être quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc un adversaire potentiel qui est généralement très calme, qui va être un peu plus
à chatter, à vous parler, à vous mettre un petit peu dans l'embarras alors que le mec était un peu timide avant et tout. Ça, souvent, quand le mec sort un petit peu de son comportement habituel, c'est qu'il est en confiance et qu'il a une main forte, ou en tout cas qu'il pense avoir une main forte. C'est très important cette notion-là parce que le gars peut être persuadé d'avoir une main incroyable et agir comme une main incroyable, mais ça se trouve, sa lecture est complètement fausse aussi. Donc ça peut être aussi un paramètre. Ensuite, afficher un air inquiet, irrité, craintif. Là, bon, bah, je suis inquiet du coup. C'est pour inciter la personne. Souvent, c'est des réflexes un petit peu pour essayer de masquer la force de sa main. Donc ça, il le pointe ici. Ensuite, on a parlé. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait. Votre adversaire vous regarde, vous parle, est plus à l'aise en tout cas, donc va plus souvent échanger, interagir, etc. Avec vous. Manipuler les cartes de façon détendue. Donc ça, c'est aussi un tel que j'ai déjà vu, moi. Mais c'est vrai que quelqu'un qui bluffe va, d'après l'expérience de Zachary Elwood, va plutôt avoir tendance à laisser ses cartes, à pas les toucher, de peur à les retourner, de peur à faire une fausse manip en étant un petit peu stressé ou quoi. Et donc, quelqu'un qui va manipuler ses cartes de façon détendue, vraiment relâché, sans stress, sans machin, ça peut être en tout cas significatif d'un tel de force. En tout cas, voilà, je rappelle encore une fois, les gars, que ça reste un livre qui vous donne les bases. Ça veut dire pas du tout que c'est une vérité absolue qu'il faut suivre à la lettre, etc. Ça doit être vraiment en corrélation avec une lecture répétée des tels chez vos adversaires, voire même la corrélation de plusieurs tels. Et ça, c'est très, très important. Mais en tout cas, c'est une première base d'approche pour ceux qui s'y connaissent pas beaucoup en live, comme moi, pour le coup. Je trouve que c'est très intéressant de découvrir ce contenu, cette matière. Moi, en tout cas, ça m'abreuve et je trouve ça vraiment cool. Je me réfléchis même à mon comportement à moi, comment j'agis, si des fois je me retrouve dans ces catégories ou pas. Je me rappelle des coups que j'ai joués où j'ai interprété de la faiblesse ou de la force chez un adversaire. Donc voilà, c'est une première base pour rentrer un peu là-dedans. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à échanger là-dessus. Encore une fois, je fournirai le PDF avec l'ensemble de ces éléments à la fin de cette série de vidéos. Et il ne reste plus qu'une vidéo derrière celle-ci. Donc, ça sera la 4e. N'hésitez pas. Il y a l'intro, il y a la première catégorie de tels, donc les tels en attente d'action. La deuxième catégorie de tels, les tels pendant l'action. Là, on vient de voir la 3e catégorie de tels, les tels post-bet. La prochaine vidéo va concerner les tels verbaux, vraiment d'analyser le verbatim des joueurs à table, etc. Donc, il y aura une vidéo là-dessus et avec la conclusion dans la foulée. Et je crois qu'il y a une partie aussi sur la manipulation. Je ne sais pas si je ferai une vidéo à part ou si je mettrai tout dans la prochaine vidéo. Je verrai, les gars. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires en commentaire. N'hésitez pas à me faire un retour en tout cas aussi. Moi, c'est un nouvel exercice pour moi, mais que j'ai trouvé très sympa de partager ça, ce que je découvre pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous. Good luck aux tables. Et voilà, que du bonheur. Ciao, ciao les gars.